Donc, pour rappel, cette vidéo est donc faite en stream, c'est la première fois que je fais ça. L'idée c'était de présenter mon programme, comme je l'avais annoncé dans mes vidéos YouTube Tous Présidents, afin de vous faire partager du coup des idées que vous connaissez peut-être déjà ou que vous connaissez pas et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc là aujourd'hui l'idée c'est dans un premier temps je vais vous présenter le programme en expliquant les différents points, notamment en allant vers des liens externes pour vous expliquer les raisons de ces idées. Et dans un deuxième temps, s'il y a assez de monde et s'il y a des questions, on pourra en discuter avec vous. Et dans l'idéal, je vais essayer de trouver un autre youtubeur pour pouvoir faire un autre stream dans quelques jours ou ouais, très prochainement pour pouvoir discuter de la démocratie avec lui, qu'on revienne un peu sur les points que j'ai évoqués, puis peut-être définir d'autres points auxquels je n'ai pas pensé. Et, enfin voilà, essayer de faire un live à deux pour que ce soit un peu plus interactif et pouvoir vous proposer un contenu un peu sympa. Donc le programme le voici, donc je vais appeler ça Génération éclairée, bon c'est un nom comme un autre, hein, c'était voilà, une petite idée comme ça. L'idée à la base c'était de pouvoir le faire potentiellement en collaboration, donc ça c'est une première ébauche, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je suis complètement ouvert pour l'écrire à plusieurs, avec pour objectifs principaux de se focaliser sur la démocratie, l'écologie, et que ce soit également un programme équitable pour tous, et qu'on retrouve un peu cette notion de solidarité, de fraternité qui est censée y avoir selon notre devise. Donc voilà, dans un premier temps, il y a l'avant-propos, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, et donc la première partie du programme, c'est sur la démocratie. Donc la démocratie, donc je vais vous lire globalement le texte, et à chaque fois que j'aurai des remarques à faire, comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai pourquoi j'ai dit ça comme ça, pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai pas mis autre chose. Donc la France, comme la plupart des pays, a forgé son système politique sur la démocratie représentative. Donc ça, c'est effectivement le cas pour globalement toutes les démocraties occidentales. Même les pays comme l'Angleterre, qui sont une monarchie constitutionnelle, finalement, même si ça s'appelle monarchie, ben, ils votent, ils ont des représentants élus. Et donc l'idée des démocraties actuelles, c'est de se baser sur la représentation. Donc le choix a été fait chez nous en 1958 de s'appuyer sur un pouvoir exécutif fort, ce qui n'est pas forcément le cas partout, mais chez nous, donc le pouvoir exécutif, le gouvernement et le président ont énormément de pouvoir, et sur deux chambres législatives complémentaires, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Après-guerre, la démocratie représentative pouvait légitimement être considérée comme le moins mauvais de tous les systèmes, Dixit Winston Churchill, et effectivement, quand on sort d'une époque totalitaire et avec quelques siècles auparavant encore, la plupart de l'Europe qui était sous une monarchie, on peut effectivement envisager que la démocratie représentative, c'est quand même le meilleur des systèmes. Cependant, l'élaboration d'une constitution mettant à plat la répartition des pouvoirs entre élus et citoyens semble, donc selon moi, aujourd'hui devenue souhaitable, à la lumière des manquements répétés de nos représentants élus, car effectivement, on s'aperçoit de plus en plus que les prises de décision qui sont prises par nos représentants sont loin d'être en accord avec ce que souhaiterait la population. De plus, les avancées technologiques récentes, en particulier la possibilité de communiquer rapidement et horizontalement, permettent d'envisager de nouvelles formes de participation citoyenne, et c'est là où, à la différence de 1945, bah, effectivement, on a accès à de nouvelles technologies et à des nouvelles façons de communiquer qui changent les possibilités et les perspectives, et donc on peut imaginer que la démocratie représentative reste nécessaire pour la plupart des tâches, mais qu'il est important aujourd'hui de prendre en compte les avis des citoyens et de les faire entrer dans le débat public. Ce qui était le cas à une certaine époque quand les populations dans les villes et les pays étaient plus petites, c'était possible de communiquer autour de places publiques. C'est également ce qui est fait dans certains cantons de Suisse actuellement. Mais c'est vrai que pour un grand pays, il serait temps de pouvoir mélanger un mélange de représentation et de démocratie un peu plus directe. Donc ensuite, notons qu'une simple amélioration de la Constitution actuelle ne semble a priori pas souhaitable. Les modalités actuelles de modification de la Constitution passent par l'intervention du Congrès, c'est-à-dire les députés et sénateurs réunis. Nul doute qu'ils ne sont pas les mieux placés pour brider volontairement leur pouvoir, en incluant plus de participation citoyenne et de contrôle de la part des électeurs. Donc ça, effectivement, on a vu notamment en 2005, malgré le vote au référendum, donc le vote non à la mise en place de la Constitution européenne, le Congrès a été réuni et a voté oui, en disant bah, si, on va quand même mettre en place cette Constitution. Et à chaque modification qu'il y a eu de la Constitution, qui passe donc devant le Congrès, on a vu que petit à petit, la plupart des contrôles qui étaient mis en place sur le pouvoir étaient enlevés les uns après les autres pour leur laisser plus de champ d'action.
Donc je vois mal comment, si on réunissait le Congrès aujourd'hui pour faire des modifications de la Constitution, ils accepteraient de la modifier en notre faveur, donc en faveur de la population. Alors, des pistes d'amélioration de la Constitution seront présentées dans ce programme, mais beaucoup d'autres relevant d'un débat démocratique seront à écrire par une assemblée tirée au sort et à valider par référendum. Et de la même manière, la légitimité de cette nouvelle Constitution relèvera d'une validation populaire, et certaines propositions faites ici n'apparaîtront peut-être pas dans cette nouvelle Constitution. Donc dans un premier temps, le premier point du programme serait de mettre en place des assemblées citoyennes tirées au sort. Donc pour cela, j'ai indiqué que le tirage au sort est l'unique moyen d'obtenir une assemblée représentative de la population. En effet, l'élection a tendance à plutôt mettre en place une aristocratie et des personnes déjà hautement placées dans la société au pouvoir, car il faut avoir le temps, les moyens de faire une campagne législative ou sénatoriale. Et donc il s'agit le tirage au sort, donc, de la méthode idéale pour déterminer les membres d'assemblée chargés donc, de deux choses: de mettre en place les modalités de rédaction et d'homologation d'une nouvelle constitution. Donc voilà, il faudra d'abord réfléchir à comment on écrit cette constitution avant de se mettre à l'écrire. Et ensuite de réfléchir aux modalités d'un référendum d'initiative citoyenne au niveau national et de référendum d'initiative locale au niveau des territoires, qui seront ensuite discutés et votés par le Parlement. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne et d'initiative locale, mais encore une fois, écrit par des assemblées tirées au sort pour que les règles soient discutées par la population, car au final, c'est nous que ça concerne le plus. Et c'est pas forcément aux élus de faire ça. Donc on le fera quand même voter et discuter par le Parlement avant de le mettre en place, mais l'idée c'est quand même de faire le gros du texte via une assemblée tirée au sort. En attendant que la Constitution puisse être réécrite, car ça risque de prendre du temps, il faut pas croire que ça va être fait en un an ou en 2 ans, ça risque bien de prendre au moins un quinquennat, le temps de mettre en place l'assemblée, que les discussions se mettent en place, que l'écriture soit faite et que la Constitution soit approuvée, ce qui ne sera peut-être pas le cas dès le premier référendum. Il y aura peut-être des modifications à effectuer. Donc voilà, il faudra prendre un certain temps. Et en attendant que cette réécriture soit faite, je propose donc de modifier temporairement la Constitution. Donc certaines modifications de la Constitution devront être apportées en attendant sa réécriture. L'une définissant que le Premier ministre doit engager sa responsabilité et la responsabilité du gouvernement devant la population, et non plus devant le Parlement, en cas d'utilisation du 49.3. Donc ça, on a vu que depuis quelques années, c'était devenu la mode, notamment sous François Hollande et donc via Manuel Valls, d'utiliser le 49.3 pour passer des lois qui n'étaient pas acceptées par la population et une grande partie du Parlement. Donc l'idée, c'est maintenant, si le Premier ministre voulait utiliser le 49.3, ce serait d'engager sa responsabilité devant la population et donc au final de prendre plus de risques d'être finalement démis de ses fonctions et de voir une loi qui n'est pas acceptée par la population être refusée par la population. Et une deuxième modification importante de la Constitution qui serait à faire immédiatement selon moi serait de rétablir dans l'article 68 les crimes de complot contre la sûreté de l'État et d'autres trahisons du président de la République qui ont été supprimés par les lois constitutionnelles du 27 juillet 1993 et du 23 février 2007. Donc là je vais vous montrer tout de suite quels étaient les textes avant et après la réforme. Mais du coup l'idée c'est quand même donc de revenir à ces termes de complot contre la sûreté de l'État et d'autres trahisons, car il faut savoir que bizarrement ces textes ont été modifiés, enfin l'article 68 a été modifié donc en 93, donc peu de temps après la signature du traité de Maastricht, et en février 2007, peu de temps avant l'élection de Nicolas Sarkozy, et du coup dans les deux cas, alors là c'est peut-être un raccourci que je fais, mais il y a un lien avec des décisions qui avaient été prises par référendum, donc 93, peu de temps après le référendum sur Maastricht en 92, 2007, 2 ans après le référendum toujours sur l'Union Européenne en 2005. Et lors de ces périodes, j'ai l'impression que nos gouvernants se sont dit on est en train de lâcher un peu de souveraineté de la France, donc préservons-nous, assurons-nous qu'on ne pourra pas être accusé de complot ou d'autres trahisons, et donc ils ont modifié les textes. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblait le texte avant puis après modification. Donc là on est sur Wikipédia, donc article 68 de la Constitution de la Ve République. Donc à l'origine, le texte était ainsi: le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique, en scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. Il est jugé par la Haute Cour de justice. Donc voilà, le terme d'haute trahison après 2007 a été modifié par: le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs,
manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc on voit que le terme de haute trahison a disparu. Et par la suite, concernant donc le deuxième point qui est le complot contre la sûreté de l'État, donc il doit être quelque part dans l'article. Voilà, donc ici on pouvait voir que dans l'ancien article il y avait marqué la procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État, et que dans le nouveau texte, en fait ça a complètement disparu. Donc voilà, il n'y a plus de complot contre la sûreté de l'État. C'est juste, voilà, si le président a un manquement à ses fonctions, il peut potentiellement être jugé. Mais donc voilà, donc l'idée ce serait de rétablir cela dans l'article 68. Et notamment, on voit qu'ils en ont bien profité, et que notamment Nicolas Sarkozy avait décidé à une certaine époque de vendre un quart de l'or de la France, ce qui était une grave erreur d'appréciation, puisque l'or a, suite à cette vente, pris de la valeur, et donc l'État a perdu énormément d'argent. Et donc on peut voir ici qu'en mai 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, annonce la vente de 500 à 600 tonnes d'or de la Banque de France sur 5 ans. Et donc lors de cette période, l'or a été vendu, et entre 2004 et 2011, le prix moyen de l'once d'or explose. Il est passé de 409,72 $ à 1384,21 $. Donc cette décision de Nicolas Sarkozy, qui en 2004 n'était pas encore président, mais bon voilà, qui allait l'être bientôt, finalement elle a coûté 18 milliards d'euros à la France. Donc bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on sait que la plupart du temps, quand nos dirigeants font des erreurs très coûteuses pour le pays, maintenant ils ne risquent plus rien, à moins d'être jugés complètement fous et de faire vraiment des choses totalement terribles. Donc voilà, l'idée serait de remettre en place cet article 68, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je pense que vous avez compris. Ensuite, le troisième point serait de démocratiser le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc l'élection permet de laisser la population choisir ses représentants, donc ça on est tous d'accord. Cependant, ses défauts sont supérieurs à ses qualités, donc ça je pourrais y revenir plus tard, mais là je vais pas trop m'attarder. Et parmi ces défauts, les représentants élus n'ont en effet de représentants que le nom. D'une part, ils ne sont pas représentatifs de la population, répartition des sexes, des âges, des classes sociales, et d'autre part, ils ne représentent pas réellement les idées de ceux qui les ont élus. Donc ça prendrait du temps à expliquer, mais je pense que la plupart des gens ont conscience que quand on vote pour quelqu'un, il ne va pas défendre exactement nos idées, voire s'il est honnête, il va au moins défendre celles qu'il avait présentées, mais des fois il va même défendre des idées qu'il nous avait cachées. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que les représentants ne sont pas représentatifs, et donc il faut démocratiser le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc déjà, juste pour ceux qui auraient un doute sur la représentativité de nos représentants, j'ai pris cet article qui montre l'âge, le sexe et la profession des élus. Donc on peut voir déjà que pour les maires par exemple, il y a énormément d'agriculteurs, de propriétaires d'exploitation, de retraités. Globalement les maires sont des personnes assez âgées et qui ont des niveaux de vie assez variés. Mais quand on prend nos députés, on a là directement accès à une majorité de cadres supérieurs, suivis d'autres cadres, puis des fonctionnaires de catégorie A, des chefs d'entreprise, autres professions on ne sait pas ce que c'est, mais bon, avocats, médecins, etc. Donc globalement on voit que les députés ont des niveaux de vie plutôt élevés. Concernant la répartition des sexes, donc dans la population il y a légèrement plus de femmes que d'hommes. On peut voir donc que les maires sont très majoritairement des hommes, que pour les députés, encore une fois, on a une majorité d'hommes, les sénateurs, on a une majorité d'hommes, donc les sexes ne sont absolument pas représentés de manière équitable au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et en termes d'âge, donc comme je l'avais dit, les maires sont plutôt vieux, on voit que la moyenne se situe à peu près autour d'une naissance en 1949, donc ce qui fait aujourd'hui des maires qui ont autour de 70 ans. Concernant les députés, c'est un peu plus éparse, mais on voit que c'est autour de 1958 et 1967 que l'on trouve la majorité des députés. Donc globalement, les députés ont tous également plus d'une cinquantaine d'années. Et les sénateurs sont légèrement plus vieux, donc voilà, entre 47 et 58 également, donc ils ont plus d'une soixantaine d'années. Sachant que bien évidemment, la moyenne dans la population est plus autour entre 40 et 50 ans, mais certainement pas au-delà de 50 ans. Et d'autre part, pour démocratiser le Sénat et l'Assemblée nationale, je juge pour ma part qu'on manque d'élus. Faut savoir que le nombre de députés n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années,
et que donc quand on avait 577 députés à l'époque pour je ne saurais pas les chiffres exacts, mais autour de 40 à 50 millions de Français, aujourd'hui on a toujours le même nombre de députés, mais pour aujourd'hui près de 70 millions de Français. Donc l'idée serait d'augmenter le nombre de députés selon moi, pour garder une représentation de 1 député pour 100 000 habitants, donc monter le nombre de députés à 670, et de diminuer le nombre de sénateurs, donc ça c'est pour compenser un peu l'augmentation des députés et que ça ne coûte pas trop cher non plus à la collectivité, mais du coup baisser le nombre de sénateurs pour arriver à un nombre plus fixe qui serait d'un sénateur pour 200 000 habitants. Et donc faire régulièrement un point sur la démographie de la population et s'assurer qu'on garde toujours ce ratio de 1 député pour 100 000 habitants et d'un sénateur pour 200 000 habitants. Si on faisait ça, la France compterait ainsi un parlementaire pour 66 600 habitants, ce qui serait encore malgré tout loin de la moyenne européenne de 1 pour 37 150 habitants. Donc il faut savoir qu'en France actuellement on a à peu près 2 fois moins de représentants par habitant que dans la moyenne de l'Union européenne. Donc on est loin d'être une démocratie exemplaire. Et donc juste pour vous montrer, j'avais pris ce graphique qui montre le nombre d'habitants pour un parlementaire en Europe. Donc on voit qu'en Allemagne on est à un parlementaire pour 106 000 habitants, alors qu'aujourd'hui en France on a un parlementaire pour 72 000 habitants. Que ceux qui veulent baisser le nombre de parlementaires voudraient donc revenir au même nombre de parlementaires que l'Allemagne, chose pour laquelle je suis opposé pour ma part. Et donc vous voyez que dans la plupart des pays, on est plus autour d'un parlementaire pour 36 000 habitants, 40 000 habitants. Pour Malte, il y a carrément un parlementaire pour 7 000 habitants. Bon, c'est un petit pays, donc c'est un peu plus facile. Mais tout ça pour vous dire qu'on a vraiment des progrès à faire sur le nombre de représentants. Et que, sachant que le coût, même si c'est un coût à prendre en compte, est vraiment faible par rapport à d'autres coûts de fonctionnement de l'État. Donc c'est pas augmenter d'une centaine de parlementaires qui changera drastiquement les dépenses de l'État. Donc voilà pour ce qui est d'augmenter le nombre de députés et de sénateurs, enfin augmenter le nombre de députés et diminuer le nombre de sénateurs. Ensuite, je propose d'inclure 25% de citoyens tirés au sort parmi les députés et 10% parmi les sénateurs. Donc l'idée c'est de faire une transition douce et donc commencer avec quelques citoyens tirés au sort au sein des assemblées parlementaires. Et donc pour les tirés au sort qui seraient donc dans ce cadre-là des députés ou des sénateurs au même titre que ceux qui ont été élus, l'idée serait de leur accorder un congé républicain afin de préserver leur emploi à l'issue du mandat. Enfin, dans l'idée de démocratiser le Sénat et l'Assemblée nationale, je propose d'instaurer un quorum de 60% de présence à l'Assemblée nationale et au Sénat pour tout vote concernant des réformes économiques et sociales, l'adoption d'un traité international ou l'adoption du budget de l'État. Donc effectivement, on ne peut pas demander aux députés et aux sénateurs d'être présents en permanence au sein des assemblées. Et effectivement, ils ont besoin de participer à des commissions, d'être présents sur le terrain pour discuter avec la population. Mais pour certains votes qui sont vraiment essentiels, comme ceux que je viens de citer, là je pense qu'il faut mettre en place un quorum. Et donc juste pour vous présenter l'idée, c'est qu'actuellement, j'ai cherché un article pour savoir s'il fallait un minimum de députés pour voter une loi. Voilà, donc l'article 61 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que l'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Autrement dit, il n'y a pas de minimum de députés nécessaire pour voter une loi ou un amendement. Donc ça donne des images assez catastrophiques et qui desservent l'image des représentants d'ailleurs, qui fait que pour certains votes, effectivement, on a une quinzaine de députés dans l'hémicycle et les décisions sont prises, des fois même pour des votes assez importants, avec même pas 10% des députés. Donc je trouve ça assez scandaleux, et donc il faudrait vraiment mettre en place ce quorum pour donner plus de légitimité aux lois qui sont votées. Outre la démocratisation du Sénat, je propose ensuite de moderniser les scrutins. Donc au-delà des défauts inhérents à l'élection, le scrutin majoritaire à 2 tours nuit à la diversité des partis politiques présents au sein des institutions et donc à la représentativité de celles-ci. Globalement, il y a 20 à 40% de la population qui est représentée pratiquement par 90% des députés. Donc pour changer ça, je propose d'instaurer un scrutin proportionnel pour l'élection des députés et des sénateurs, tout simplement. Donc certains vont rétorquer que lors de la 4ème République, c'était scandaleux, rien ne fonctionnait avec le scrutin proportionnel, personne n'arrivait à se mettre d'accord. Pour moi, c'est un faux argument, parce que tout simplement, le travail de nos représentants n'est pas d'avoir une majorité, d'appliquer une politique forte et sans blocage. L'idée, c'est vraiment de justement trouver des consensus et des compromis au sein de l'Assemblée. C'est ce qui est un réel débat démocratique. L'idée, c'est de discuter et de trouver des solutions ensemble. Donc ça fera peut-être moins de lois, ce sera peut-être un peu plus long, mais la démocratie, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc pour moi, l'idée
il n'y a pas de majorité, donc ça ne fonctionnera pas, ben, c'est un fort argument. Ensuite, le deuxième point, c'est d'instaurer un scrutin par approbation ou par jugement majoritaire pour l'élection du président de la République. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que sont les scrutins par approbation ou par jugement majoritaire, je vais juste vous montrer rapidement la fiche Wikipédia pour vous donner un ordre d'idée. Donc le jugement majoritaire, c'est un mode de scrutin donc, qui a été inventé par deux chercheurs français et qui repose sur une théorie mathématique publiée dans un livre, etc. Et c'est donc une méthode de meilleure médiane. Donc je vais descendre un peu, ce sera plus clair. Donc l'idée c'est qu'on a plusieurs candidats, et pour chaque candidat, on aura, donc quand on ira voter, une feuille où pour le candidat A, je lui mettrai une appréciation, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant ou à rejeter. Et pareil pour le candidat B, le candidat C, le candidat D. Et donc ensuite tous les résultats sont compilés, et on observe la médiane des résultats. Donc pour le candidat, la médiane se situe sur ce candidat est assez bien. Donc là en vert foncé on a très bien, bien, assez bien, passable en jaune, insuffisant en rouge et à rejeter en noir. Donc voilà, donc pour ce candidat on a une médiane qui se situe sur assez bien, ce candidat assez bien également, et sur celui-là passable. Donc là on sait déjà que le candidat C ne sera pas élu. Et donc ensuite, l'idée c'est de voir parmi le assez bien si on se trouve plus près du bien ou plus près du passable. Et donc pour cette élection-là, c'est le candidat A qui serait élu. Donc ça favorise globalement des candidats qui sont assez consensuels et qui ne sont pas forcément très à gauche ou très à droite dans le débat politique. Mais je pense que pour le président de la République, son rôle n'est pas forcément d'être très à droite ou très à gauche, mais c'est de représenter la population. Donc je pense que ce mode de scrutin serait assez intéressant. Et ça éviterait toutes les problématiques de vote utile, de choses comme ça qui sont assez aussi désastreux pour les élections, car finalement les citoyens ne votent pas forcément pour les candidats qu'ils préfèrent, mais pour ceux qui sont les mieux placés pour aller contre ceux qu'ils aiment le moins, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, et juste pour présenter également le vote par approbation. Dans le cas du vote par approbation, donc en gros l'idée c'est que chaque électeur constitue une liste de tous les choix qu'il souhaite soutenir par son vote, et le choix qui recueille le plus grand nombre de voix est adopté. Donc par exemple, s'il y a 10 candidats, qu'il y en a 4 qui me plaisent, ben, je mets les 4 candidats dans l'urne. Et au final, ben, c'est le candidat qui aura le plus de voix avec cette méthode qui sera élu. Donc ça permet encore une fois à tous les candidats qui sont souvent des deuxièmes ou des troisièmes choix parce qu'il faut voter utile, ben, finalement d'avoir des votes et de peut-être s'apercevoir que certains de ces candidats sont éligibles et mériteraient d'être élus plus que les candidats qui sont actuellement élus avec un vote à deux tours. Donc voilà, l'idée serait de mettre en place un de ces deux systèmes de vote pour élire le président de la République. Ensuite, je propose de reconnaître le vote blanc. Donc quand je dis reconnaître le vote blanc, c'est valider une élection uniquement si les votes blancs ne dépassent pas 33% des suffrages exprimés. Voilà, donc on pourrait dire également que dès que le vote blanc dépasse le nombre de votes reçus par le meilleur des candidats, on le prend en compte, on annule l'élection. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment de reconnaître le vote blanc et de pouvoir délégitimer une élection si les candidats qui se présentent ne sont pas acceptés par la population et ne plaisent pas à la population. Donc dans ce cadre-là, j'ai également pris un article pour vous montrer un peu pourquoi c'est important. Actuellement, donc là c'est les résultats de l'élection de 2017, où au second tour Emmanuel Macron a été élu avec 66% des voix contre Marine Le Pen qui en a obtenu à peu près 34%. Et donc ça, c'est les résultats qui nous sont présentés le soir du second tour. Macron élu largement face à Marine Le Pen. Et ensuite, pendant 5 ans, il va pouvoir dire la population m'a élu, donc me soutient, donc je suis légitime. Alors que si on rajoute les votes blancs, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron a déjà plus que 60% des votes, contrairement aux 66% qui sont présentés par les médias. Et sachant qu'actuellement, le vote blanc est très mal reconnu, donc des gens votent blanc, mais beaucoup plus de gens pourraient voter blanc si c'était reconnu, donc il aurait peut-être obtenu moins. Si on rajoute à cela les votes nuls, on descend à 58% des votes. Et si on prend en compte l'abstention, qui potentiellement pourrait être autant de votes blancs, on ne sait pas exactement pourquoi les gens s'abstiennent, mais ça peut très bien être du désaccord avec les candidats qui se présentent. Si on prenait l'abstention en compte, on verrait que Emmanuel Macron n'aurait même pas obtenu la majorité des voix, et il aurait obtenu que 43% des votes. En admettant que tous les votes nuls et les abstentions soient des votes blancs lors de cette élection. Donc là, on voit que si on ajoutait abstention, vote nul et vote blanc, on aurait à peu près les 33% que j'évoquais précédemment. Et donc ça remettrait globalement en cause cette élection et on se demanderait si effectivement Emmanuel Macron est légitime pour présider le pays pendant 5 ans. Donc voilà ce qu'il en était pour le vote blanc. Et enfin, pour moderniser les scrutins, je propose de reconnaître le droit de vote
aux élections locales pour les résidents étrangers en situation régulière présents sur le territoire depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà dans d'autres pays. L'idée, c'est vraiment de permettre à des gens qui vivent depuis un certain temps sur le territoire et qui sont en situation régulière, bien évidemment, de pouvoir participer aux élections locales, car finalement, quand on vit dans une commune, dans un département, on participe à la vie de cette commune et du département, et on a, je pense, son mot à dire pour déterminer comment on a envie d'être administré, voilà, par ces élus. Donc ça, c'est quelque chose où j'ai un petit doute. Je ne sais pas si ça n'a pas commencé à être mis en place progressivement, le vote pour les élections municipales pour les étrangers, je ne sais pas où c'en est. Mais donc voilà, l'idée, ce serait vraiment de l'instaurer et de le développer pour les départementales et les régionales également. Ensuite, 5e point concernant la démocratie, je propose de mettre en place un référendum annuel sur 3 propositions de loi. Donc l'idée serait qu'il y ait une proposition citoyenne qui soit effectuée chaque année. Donc ce serait la proposition qui a obtenu le plus de pétitions, enfin le plus de voix sur des pétitions qui seraient déposées, consultables et émargées gratuitement en mairie ou sur un site en ligne public qui serait dédié donc à ces pétitions. Donc chaque année, la pétition citoyenne obtenant le plus de voix serait soumise à référendum. Il y aurait également une proposition parlementaire qui serait choisie par le Parlement et une proposition présidentielle choisie par le président de la République. Alors pour ceux qui trouvent que faire un référendum sur 3 propositions de loi chaque année, c'est encore un vote, il faut encore les voter et c'est contraignant, je vous ai juste pris l'exemple de la Suisse où eux, j'ai pris pour 2021 les votations fédérales. Rien que cette année, ils en ont une de prévue en mars, une de prévue en juin, donc en mars sur 3 propositions, en juin sur 4 propositions. Et donc commencer par un référendum annuel sur 3 propositions, je pense que c'est tout à fait gérable, et puis c'est totalement possible également de joindre ce référendum à d'autres élections. Il y a à peu près des élections municipales, régionales, départementales ou nationales chaque année, donc lors d'une élection, on ne voterait pas uniquement pour le président de la République ou pour ses députés, on voterait également pour un référendum qui aurait lieu le même jour. Et je pense qu'on est quand même assez compétent pour pouvoir faire 3 votes de plus par an. Ensuite, je propose également de réaliser des audits législatifs. Donc les législatures successives ont méticuleusement affaibli les acquis sociaux obtenus après-guerre, tout en empilant des ajouts complexifiants et rendant peu à peu illisibles les textes législatifs. Donc l'idée serait tout d'abord de mettre en place une commission d'enquête parlementaire qui listerait les reculs sociaux votés au cours des dernières décennies, donc afin de les faire réexaminer par les chambres parlementaires. Donc ça, je pense que ça prendrait pas très longtemps, mais l'idée serait de revenir sur les 20-30 dernières années et regarder tout ce qui a été voté par les parlementaires, alors qu'en face, il y avait un fort mouvement social et vraiment une protestation forte de la part de la population, et qu'on remette ces lois en discussion au sein de l'Assemblée, qu'on regarde si elles étaient légitimes ou si elles mériteraient d'être réexaminées et modifiées pour correspondre aux attentes de la population. Il faudrait également, selon moi, établir une commission parlementaire chargée de simplifier les textes législatifs en éliminant les lois caduques et en regroupant les textes redondants afin de réaliser les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi définie par la décision du 16 décembre 1999 du Conseil constitutionnel. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une décision qui a été prise en 1999, qui a été redéfinie en 2006 ou 2007, là je ne saurais plus vous dire exactement, mais l'idée c'est vraiment de renforcer cette simplification des textes législatifs et vraiment rendre la chose la plus homogène et compréhensible possible par la population pour qu'on puisse vraiment comprendre la loi si on en a besoin. Des fois ça peut être utile ne serait-ce que pour se défendre face à son employeur, et également pour comprendre la loi afin de savoir si les nouvelles lois qui sont votées sont légitimes ou pas. Quand on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans la loi actuellement, quand on nous propose une nouvelle loi, on peut que dire pourquoi pas, effectivement, alors que quand on est au courant de ce qu'il y a dans la loi, et on est d'autant plus facilement au courant quand c'est simple à comprendre, là c'est plus simple de dire non, actuellement c'est très bien, je vois pas pourquoi il faudrait le modifier. Donc voilà pour ce qui est de faire des audits législatifs. Ensuite, le 7e point serait de rendre exemplaire la vie politique. Donc l'application des lois et l'acceptation des réformes par la population nécessite une classe politique exemplaire, selon moi, selon beaucoup de gens j'imagine, et du coup représenter la nation est un honneur et ses représentants doivent donc s'en montrer dignes. Ainsi, afin que nos représentants puissent se montrer dignes de l'honneur qui leur est fait de nous représenter,
Je propose tout d'abord de rendre les indemnités des représentants nationaux soumises à une participation minimale aux assemblées et aux commissions. Ce taux de participation devra être défini par une assemblée paritaire d'élus et de citoyens tirés au sort. Donc là, je ne saurais pas vous dire exactement s'il faut qu'un parlementaire se rende à 50% des commissions et des assemblées, ou à 75%, ou à 25%. C'est quelque chose qui est assez dur à savoir en tant que simple citoyen, car on ne connaît pas toute la vie d'un élu et on ne sait pas à quel point leurs tâches sont variées et à quel point ce serait contraignant d'être présent à, disons, 50 ou 70% des assemblées. Mais je pense en tout cas qu'il faut mettre vraiment une participation minimale qui, si elle n'est pas respectée, induit des sanctions financières tout simplement. Il n'est pas normal, moi, vous, n'importe qui, quand il ne se rend pas au travail, il ne touche pas son salaire intégralement. Donc l'idée serait également que les députés soient soumis aux mêmes règles que la population. Donc ça me semble pas totalement aberrant. Ensuite, regrouper les votes portant sur des réformes essentielles sur 2 journées dans la semaine. Donc là, je suis encore pas très au courant de comment ça fonctionne actuellement, mais bon, l'idée serait vraiment d'essayer de réunir les votes sur un minimum de jours, même si ça sera des jours assez chargés pour nos députés et nos sénateurs, mais afin de rendre accessible un quorum de 60% de présence et de rendre obligatoire, sous peine de sanctions financières, la présence à un vote concernant l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence, c'est quelque chose d'assez particulier, que ce soit un état d'urgence sanitaire ou un état d'urgence en raison d'une attaque terroriste. Je pense que c'est vraiment un vote qui induit des changements assez importants au sein de la vie de la nation. Donc là, il est totalement... je ne peux pas comprendre qu'un député ne se présente pas à un vote pour une décision aussi importante. Donc lorsqu'il y a un vote pour un état d'urgence, je propose de rendre obligatoire la présence des députés. Ensuite, je propose d'indexer les indemnités des parlementaires sur le salaire médian des Français. Donc ça, pareil. Effectivement, c'est un boulot qui est assez contraignant, mais il faut pas oublier qu'à la base, représenter son pays, c'est aussi... moi, je considère ça comme une des choses les plus gratifiantes que je pourrais faire si jamais ça m'arrive un jour. Et je ne pense pas qu'il faille payer les députés des sommes astronomiques pour s'assurer de leur honnêteté et de leur volonté de faire les choses bien. En fait, je pense qu'avec le salaire médian de 1 789 euros, je pense qu'avec un salaire à 1789 euros net par mois, on vit normalement. Alors, je dis pas qu'on va bien vivre, qu'on va être très bien payé, mais on vit normalement. Et l'idée, c'est justement que si ce salaire qui n'est pas énorme, justement ne suffit pas aux députés, c'est également de les inciter à faire en sorte que le salaire puisse augmenter au sein de la population et que le niveau de vie puisse réaugmenter, que la richesse ne soit pas accumulée entre les mains de quelques privilégiés et que le reste de la population, la grosse majorité, soit en dessous de ce salaire médian qui est donc actuellement de 1 789 euros, mais qui pourrait probablement être, si la richesse était mieux répartie, autour de 2 000 euros net. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter les députés à faire augmenter le revenu médian en justement leur versant ce revenu comme indemnité. Donc par comparaison, j'avais aussi noté les indemnités des députés, qui donc actuellement touchent 5 000 à 5 300 euros net à peu près, qui ne comprend pas donc également l'indemnité représentative de frais de mandat, qui sont de l'argent versé en supplément pour leur permettre d'exercer leurs fonctions. Ça, c'est vraiment leur salaire qui est de 5 000 euros. Et en plus de ça, ils ont de l'argent pour payer une secrétaire, pour payer des locaux, pour se déplacer. Donc voilà, donc l'idée serait, si on prend en compte ces chiffres, d'à peu près diviser par 3 le salaire de nos représentants. Et ensuite, libre à eux de mettre en place des politiques qui permettent de refaire remonter le salaire médian pour potentiellement faire remonter leur salaire à eux également. Donc je pense que ce serait vraiment une mesure qui aurait un poids assez important pour améliorer le niveau de vie des Français. Ensuite, l'idée serait également de soumettre les indemnités versées aux élus à la présentation de justificatifs. Donc là, je vous ai dit qu'ils avaient actuellement des indemnités qui étaient de plus de 5 000 euros pour assurer leur fonction d'élu. Donc l'idée serait comme quand on travaille dans une entreprise, d'abord on présente la facture et ensuite l'entreprise nous rembourse. Bon, alors, des fois on a des avances qui sont faites, mais globalement, on nous verse la somme qu'on dépense et on nous verse pas par exemple 200 euros par mois d'indemnité simplement parce que potentiellement on pourrait avoir autant de dépenses. Alors ça arrive sur certains métiers, je sais que quand on est chauffeur poids lourd ou ce genre de choses,
on a des enveloppes comme ça qui sont fixées pour les nuits à l'hôtel, ce genre de choses, et que la plupart des chauffeurs préfèrent dormir dans leur cabine pour justement prendre ça comme des primes. Mais globalement, la plupart de la population reçoit des indemnités sur présentation de justificatifs, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas également pour nos parlementaires. Ensuite, je propose de faire voter une charte éthique et déontologique des élus sur la base des préconisations de l'association Anticor. Ensuite, aligner le système de retraite des élus sur celui des autres citoyens. Donc là, pareil, moi, quand je travaille 5 ans pour une boîte, je touche une retraite pour les 5 ans que j'ai travaillé dans cette boîte et pas pour... et j'ai pas droit à une retraite énorme en fonction de ça, quoi. C'est vraiment en proportion du temps que j'ai passé à travailler. Donc là, pareil, les retraites des élus sont, à mon avis, aujourd'hui calculées de façon un peu indécente. Et donc il faudrait remettre à place ce système de retraite. Il faudrait également obliger les candidats à l'élection présidentielle à publier le nom des grands donateurs de la campagne. Donc des grands donateurs, c'est ce qu'on considère comme une donation de plus de 1 000 € par an. Donc voilà, il est normal que les candidats bénéficient de dons pour pouvoir se faire financer. Hein. C'est d'autant plus utile quand on a un petit candidat et qu'on n'a pas forcément accès à des prêts de la part des banques, parce que justement les banques estiment qu'on ne sera pas élu et donc qu'il est compliqué de nous prêter car on ne pourra pas rembourser. Mais voilà, quand il y a des gens qui nous font des dons assez énormes, et on sait que ça a été le cas notamment pour Emmanuel Macron lors de l'élection de 2017, dans ces cas-là, il est important de savoir qui fait ses dons pour savoir... en fait, c'est juste de la transparence vis-à-vis des candidats pour qui on va voter. En fait, savoir par qui sont soutenus ces candidats, ça permet également de savoir qui leurs décisions vont servir aussi par la suite. Donc simplement savoir qui sont les grands donateurs pour que les électeurs soient plus informés sur les candidats lors des élections. Ensuite, le dernier point, donc concernant toujours, je le rappelle, l'exemplarité de la vie politique, ce serait de supprimer la fonction actuelle de la Cour de justice de la République et de soumettre les membres du gouvernement à la justice ordinaire, et de conserver la Cour de justice de la République uniquement pour les crimes de haute trahison, donc qui seraient réintroduits dans la Constitution, comme je le disais au début de cette vidéo, de ce live. Du coup, l'idée, c'est vraiment de considérer que si on fait un crime, on doit être jugé pour ça, et qu'il n'y a pas des exceptions lorsqu'on a certaines fonctions d'élu. Et donc il faudra mettre bien évidemment des garde-fous pour éviter que la justice soit utilisée pour nuire à des personnes en place. Effectivement, il ne faut pas non plus que dès que quelqu'un porte plainte contre un élu, cet élu soit mis en difficulté et ne puisse plus exercer ses fonctions correctement. Donc il y aurait des examens préalables qui seraient effectués, mais si l'examen montre qu'il y a effectivement de fortes suspicions sur le fait qu'un élu ait effectué un crime, il n'y a aucune raison que cet élu ne soit pas jugé comme n'importe quel citoyen. Et juste pour vous montrer un peu les dernières affaires qu'il y a eu, donc on avait eu Laurent Fabius qui avait été jugé et déclaré non coupable. On avait eu différentes personnalités, déclaré non coupable, déclaré coupable et dispensé de peine, déclaré non coupable, donc pour Ségolène Royal. Là, un procès renvoyé, puis condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, donc finalement 3 ans mais qui ne sont pas effectués, et 20 000 € d'amende, et 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote. Donc là, première vraie condamnation, on voit que c'était pour une escroquerie au préjudice de l'État, et donc un détournement de 8 millions de francs quand même. Donc on détourne 8 millions de francs, on est condamné à 20 000 € d'amende, c'est assez rentable je trouve. Charles Pasqua qui avait été déclaré non coupable, et à une année d'emprisonnement avec sursis, donc qui n'a pas été effectué, encore une fois, pour plein d'affaires au cours des années, si je me rappelle bien, au cours des années 90, au début des années 2000, je sais plus trop. Je crois que c'était dans les années 90. Christine Lagarde pour négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans un arbitrage en 2008 a été déclaré coupable mais dispensé de peine. Jean-Jacques Urvoas qui a violé le secret dans une enquête visant le député des Hauts-de-Seine Thierry Solaire. Il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, donc qui ne sera pas effectué, et 5 000 € d'amende. Donc on peut modifier la justice, influer sur la justice, on risque 5 000 € d'amende, ce qui doit représenter pour lui 1 mois de salaire. Édouard Balladur, Premier ministre, et François Léotard, qui avait été accusé de complicité d'abus de biens sociaux dans l'affaire des frégates, blablabla. A donc été pour Édouard Balladur déclaré non coupable, et pour François Léotard condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, donc encore une fois du sursis. On sait bien que les gens en col blanc ne vont pas en prison, et à 100 000 € d'amende. Bon, là ça commence à être une amende assez importante, mais bon quand même,
Ça... Quand on regarde l'intitulé de l'accusation, complicité d'abus de biens sociaux, dans une affaire qui inclut des pays entiers, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, on se dit que 100 000 euros d'amende pour un truc qui est presque une affaire d'État, enfin qui est une affaire d'État, c'est quand même pas très élevé non plus. Donc voilà, l'idée c'est que cette Cour de la justice de la République, elle ne condamne jamais et elle n'est pas très utile, donc forcément les élus ensuite se croient tout permis. Donc je propose de changer tout ça. Ensuite, donc il y a 10 points, on est bientôt à la fin. Le 8e point serait de lutter contre les conflits d'intérêts. Donc au-delà de l'exemplarité, il faut également s'assurer de prévenir les conflits d'intérêts potentiels entre le monde politique et financier. Donc pour cela, je propose d'interdire la présence de lobbies au sein de l'Assemblée nationale, d'allonger les périodes d'interdiction d'exercer une fonction dans le privé après avoir exercé une activité publique dans le même secteur. Donc là, pareil, j'ai pris un lien qui est là, où on voit que sous Macron, j'ai pris un exemple assez récent. Donc le pantouflage a pris une ampleur inédite depuis que Macron est au pouvoir. 18 mois après la nomination du premier gouvernement Philippe, 40 conseillers ministériels avaient déjà pantouflé, c'est énorme. Donc ça, en soi, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a passé un temps dans le public de finalement se dire j'en ai marre de travailler pour l'État, j'ai envie d'aller travailler dans le privé. Mais l'idée, c'est que si la durée est aussi courte que ça, en fait, les informations qui sont parfois pratiquement des secrets d'État, sont vendues au privé alors qu'elles sont encore d'actualité. Donc ça crée des vrais conflits d'intérêts et des vrais problèmes parce que quand les secteurs privés sont au courant de faiblesses au niveau de l'État ou de bonnes affaires sur des secteurs aussi importants que, je sais pas moi, sur le cas des autoroutes, le cas d'aéroports, le cas de choses comme ça, ils peuvent mettre une pression sur l'État et ensuite bénéficier de marchés à prix réduit et vraiment s'enrichir de façon extrême grâce à ça. Donc l'idée c'est vraiment d'allonger la période pour qu'au moins, même si il y a toujours des anciens fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui vont ensuite vendre leurs services au secteur privé, leurs informations ne soient plus d'actualité, qu'il y ait une période de 4-5 ans où ils n'exercent plus leurs fonctions, mais où des décisions sont prises, des choses changent et donc leurs renseignements ont beaucoup moins de poids sur le pays et sont beaucoup moins nuisibles. Également, donc rendre obligatoire le remboursement du prix de la formation pour tous hauts fonctionnaires souhaitant travailler dans le privé sans avoir exercé au moins 10 ans dans la fonction publique. Donc comme je le disais, les hauts fonctionnaires sont formés pour des fonctions assez importantes et donc ça coûte de l'argent également à l'État de les former. Et donc si jamais ils décident de quitter leur poste, ce qui peut arriver, effectivement, on a tous le droit de se tromper ou de vouloir changer de profession. Au moins qu'ils exercent au moins un certain temps sous peine de devoir rembourser une partie de la formation, ce qui semble tout à fait normal. Et également, du coup, mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur le pillage économique et industriel des dernières années et permettre la mise en examen et la détention préventive de suspects. Donc là, pareil, j'ai dit, il y a eu énormément de renseignements qui ont été fournis par des anciens conseillers ministériels, aux fonctionnaires, au secteur privé, et donc ça crée un réel pillage économique et industriel, sans parler des arbitrages en faveur de certains acteurs du privé également par des ministres. Donc l'idée serait vraiment de réaliser une enquête là-dessus et qu'on puisse condamner, si c'est nécessaire, les personnes qui sont responsables de ce pillage donc économique et industriel. Ensuite, 9e point, donc, ce serait de professionnaliser le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel est garant de la Constitution et de ce fait de l'état de droit dans lequel nous vivons. Ce rôle éminemment important doit être placé entre les mains d'un conseil indépendant des forces politiques pour éviter tout conflit d'intérêts. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, et les anciens présidents de la République en sont également membres de droit. Donc l'idée, selon moi, serait de modifier la composition du Conseil constitutionnel pour qu'il soit désormais composé de 9 membres élus par les parlementaires et par ailleurs compléter ces 9 membres avec 3 membres nommés par le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale pour quand même conserver une certaine diversité parmi les membres élus, que tous les intérêts puissent être défendus au sein du Conseil constitutionnel.
Même si il faut bien savoir que les intérêts de ces membres ne sont normalement que de défendre justement la Constitution et le droit constitutionnel. Normalement, les intérêts personnels ne sont pas censés être défendus par ce Conseil. Et l'idée aussi était de faire nommer des magistrats justement pour qu'il y ait une vraie professionnalisation et une vraie connaissance du droit constitutionnel et que la Constitution puisse être défendue au mieux. Ensuite, je propose d'attribuer au Conseil constitutionnel le rôle d'organiser tous les 40 ans une révision constitutionnelle suivie d'un référendum, selon les modalités définies par la Constitution, pour adapter les institutions aux évolutions de la société. Donc là, l'idée c'est que on peut voir que notre Constitution actuelle a désormais donc 58, 2021, donc plus de 63 ans, à peu près 63 ans, donc plus de 60 ans. Et ça fait déjà un moment que certains, et je crois de plus en plus de monde, se demandent si cette constitution est encore en accord avec les besoins de la société actuelle. Donc l'idée, ce serait de vraiment institutionnaliser le fait que tous les 40 ans, une révision soit faite. Donc si la constitution est toujours d'actualité, on la revote, et c'est reparti pour 40 ans. Et si des réformes sont nécessaires, on fait ces réformes à cette occasion, quitte à réécrire une nouvelle constitution et faire des changements radicaux. Donc voilà. Et enfin, le dernier point serait d'instaurer plus d'équité entre les partis politiques. Donc actuellement, entre les petits partis et les gros partis, il y a vraiment des différences de traitement, que ce soit médiatique, en termes de financement de la part de l'État, et en termes voilà, il y a vraiment un problème d'équité entre les partis politiques. Et donc, je propose que l'on revoie les règles à ce niveau-là. Donc les élections sont aujourd'hui faussées par une mauvaise répartition des temps de parole et des moyens ne permettant pas aux électeurs de faire un choix éclairé et donc d'être justement représentés. Donc je propose pour régler ce problème d'instaurer dans les médias un temps de parole équitable entre les candidats politiques, soit un temps égal entre candidats durant les 6 semaines précédant l'élection et un temps strictement proportionnel aux voix obtenues aux élections des 5 dernières années, le reste de l'année. Donc là l'idée c'est vraiment qu'actuellement on a donc déjà un temps de parole à peu près égal entre les candidats dans les semaines qui précèdent l'élection. Mais dans mes souvenirs, c'est un peu moins de 6 semaines, c'est vraiment les 2 ou 4 dernières semaines où c'est vraiment un temps vraiment égal. Et le reste de l'année, on voit bien que les partis politiques qui n'ont pas d'élus ou très peu d'élus sont presque invisibles au sein des médias et donc ça pose un vrai souci. Donc je propose de revoir ces règles et donc de vraiment permettre à chaque parti d'être à la fois représenté tout au long de l'année en fonction de ses résultats aux élections et non pas seulement en fonction du nombre d'élus qu'il a. Et également de créer un vrai temps de parole égal durant les 6 semaines précédant l'élection afin que tout le monde puisse s'exprimer de manière équitable et que simplement les électeurs aient les mêmes infos pour tous les candidats et puissent voter vraiment en âme et conscience. Et par ailleurs, en termes de financement, je propose d'attribuer un financement public strictement proportionnel aux voix obtenues à chaque élection, décompté dès la première voix. Actuellement, effectivement, le financement il dépend soit de certains seuils obtenus lors des élections pour des remboursements de campagne, ou du nombre d'élus obtenus à des élections, mais encore une fois, avec un système à 2 tours comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup de partis qui obtiennent des voix, mais n'ont finalement pratiquement pas de financement public, simplement en raison du mode de financement actuel. Donc voilà, j'en ai fini avec cette partie sur la démocratie, sachant que du coup, forcément, ça rentre dans le cadre d'un programme plus large, et donc la plupart des questions qui sont évoquées ici ne peuvent pas être prises en compte sans qu'on ait conscience que les médias jouent un rôle très important sur la démocratie en France, le système économique aussi joue un rôle très important. Donc voilà, c'est des points qu'on évoquera par la suite. Et notamment, donc, le prochain point, ce sera sur le pluralisme des médias et l'éthique journalistique. Donc je vous en montre pas plus, vous verrez la prochaine fois. Mais voilà, pour bien prendre en compte que lorsqu'il y a des sondages, lorsqu'il y a des prises de position de certains journalistes, de certains polémistes, ça influe également beaucoup sur l'opinion publique, sur le résultat des élections. Et que la démocratie, c'est un vaste ensemble entre les institutions et que ces institutions sont variées et que donc, pour faire simple, c'est très très compliqué.
Mais que voilà, c'est des questions relativement compliquées, donc qu'on ne peut pas prendre à la légère et se dire, bon, bah, écoutez, demain je vais voter, on verra bien ce que ça fait. Mais que finalement, en y consacrant un peu de temps, mais pas tant que ça, on peut également aussi très vite comprendre beaucoup de choses. Et voilà, chacun a sa manière de développer ses idées, mais l'important, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à ces questions-là. Et comme je le disais, les élections sont en 2022. Donc même si on commence déjà à nous parler des futurs candidats potentiels, etc., je pense que c'est trop tôt pour y réfléchir. Et qu'on ferait mieux déjà de commencer dans un premier temps à réfléchir à ce qu'on voudrait nous-mêmes comme programme pour ces futures élections et pouvoir juger les candidats sur nos volontés avant tout. Didou Nekala, j'imagine que ça se dit comme ça, ou Didou Nekala. Salut, ton programme s'adresse à qui et à quel objectif? Alors, ce programme s'adresse à qui? C'est une bonne question. En fait, il s'adresse à un maximum de gens. Pas dans le but d'être élu, mais vraiment dans le but de pouvoir diffuser des idées et qu'on puisse échanger sur ces idées-là. Donc l'idée, c'est que ça s'adresse à vous qui me regardez, mais ça peut s'adresser à n'importe qui. En fait, ça peut même s'adresser à des candidats potentiels qui se disent, ben, ah oui, c'est vrai, ce point-là est intéressant et je pourrais l'inclure dans mon programme au final. Et l'idée, c'est que plus on est à défendre certaines idées et à les diffuser et en parler autour de nous, ben plus ça a de chances de remonter aux oreilles de nos représentants et des candidats potentiels. Et donc, plus il y a de chances que ça soit inscrit dans les programmes des futures élections. Donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment à la fois partager des connaissances que j'ai pu accumuler sur certaines idées politiques et de potentiellement influer très légèrement, à me porter bien sûr, mais de pouvoir influer un peu sur le débat public et que certaines questions soient prises en compte et que les gens réfléchissent à des choses auxquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de réfléchir. Ensuite, donc, j'ai un commentaire de Roger Soleil. Salut, génial, il y a du taf, bravo. Tu vas mettre tes documents à disposition, donc il n'y a pas de point d'interrogation, mais je pense que c'est une question. Donc effectivement, là, après ce live, je vais les mettre dans un Google Drive qui sera partagé. Donc vous pourrez télécharger le programme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le document au fur et à mesure que je fais les vidéos. Donc dans un premier temps, là, vous aurez l'avant-propos et la partie sur la démocratie. Et petit à petit, le programme sera complété avec les nouveaux points. L'idée étant que j'ai déjà écrit le programme en entier, mais je me réserve encore le droit de pouvoir le modifier. Donc avant de le partager, j'ai vraiment envie de le relire une dernière fois. Donc là, j'avais relu cette partie-là avant de faire ce live. Donc voilà, vous pourrez trouver ça sur un Google Drive. L'idée, c'est donc pour ceux qui me suivent là, c'est que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vulgos Kratos. Donc vous pourrez trouver assez facilement. C'est avec la même écriture qu'ici. Et donc je vais rediffuser cette vidéo montée et un peu mise en valeur parce que là c'était un peu long, je pense qu'il y a des passages qui pourront être coupés. Et sous le lien de cette vidéo, je mettrai le lien vers le Google Drive. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aller retrouver ce Google Drive et accéder au programme et pouvoir le copier, le modifier, le réécrire, en faire ce que vous voulez, le repartager, me le repartager pour que je sache, pour que je puisse l'enrichir aussi de mon côté. Ensuite, il y avait équité en politique, la base, bravo, oui, bon, effectivement. Du coup, tu as une proposition pour éviter la corruption. Alors là, donc pour éviter la corruption, c'est quelque chose d'assez compliqué en fait. Parce qu'on a beau vouloir interdire les lobbies à l'Assemblée nationale, c'est toujours possible pour un élu de rencontrer un lobbyiste à l'extérieur de l'Assemblée nationale, tout simplement. Et l'idée vraiment la base en fait pour éviter la corruption, selon moi, c'est d'éviter les carrières politiques en fait. On a d'autant plus de chances d'être corrompu à terme si l'on fait ça pour l'argent et pour la carrière. À partir du moment où il y aura de plus en plus de représentants qui seront simplement tirés au sort, la corruption aura beaucoup plus de mal à se mettre en place parce que la corruption, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est aller voir une personne pendant un temps donné, nouer une amitié, nouer des relations avec cette personne pour qu'au final, elle se sente redevable et donc on puisse la corrompre. À partir du moment où c'est des gens qui sont tirés au sort et donc qu'on n'a aucun moyen de savoir qui va être au sein de la prochaine assemblée, ce sera beaucoup plus dur de corrompre les gens. Donc je pense que la première action pour éviter la corruption serait celle-là. Après, la plupart des autres actions seront intéressantes. Vous pourrez notamment en trouver, je pense, sur le site d'Anticor. Mais c'est toujours compliqué. Après, c'est du contrôle, partie du contrôle, c'est vraiment très très compliqué.
Donc là, j'ai répondu. Oui, j'ai pas calculé le chat, désolé. C'est mon premier live en plus sur Twitch, donc il faudrait que j'arrive à mettre en place un setup. J'ai qu'un seul écran malheureusement. Un setup où j'ai le chat qui s'affiche d'un côté pendant que je suis en train de présenter les informations de l'autre. Donc effectivement, ouais, désolé, je vous ai pas trop calculé pendant le live. Ensuite, la classe politique qui défend la classe politique. Alors ça, je sais plus à quoi ça faisait référence. Et après le 10e point, tu pourras te présenter un peu à nous, ce pauvre chat ignoré. Ah oui, donc je me suis pas présenté, c'est vrai que les gens me connaissent pas forcément. Je sais pas d'ailleurs comment vous m'avez connu, comment vous avez rejoint ce live. Peut-être simplement en voyant qu'il y avait un live sur Twitch, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc moi globalement ben, j'ai 35 ans, je suis Villeurbanais et je sais pas trop en fait sur quoi faut que je me présente, mais globalement j'ai fait de la politique un peu par le passé rapidement. Je vais reprendre des choses dans l'ordre. Donc, tout d'abord, donc, je suis arrivé à Lyon pour faire un doctorat. J'ai fait mon doctorat. Et à la fin de mon doctorat, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur comment fonctionne la société, pourquoi après un doctorat, il y avait des conditions de vie aussi compliquées, aussi peu de postes, pourquoi la recherche était si mal considérée dans ce pays. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser vivement à la politique à cette période-là. Donc, c'était autour de 2014, 2013, 2014. Et donc là, j'avais rejoint à l'époque un parti politique pour lequel j'ai milité, qui actuellement je soutiens plus, même si certaines idées sont toujours bonnes, mais auprès duquel j'ai pris mes distances aujourd'hui. Donc je peux le citer, il n'y a aucun souci. C'est l'Union populaire républicaine, donc présidée par François Asselineau. Et donc j'avais milité pour ce parti entre 2014 et 2017, car comme j'y reviendrai par la suite, je pense que la question européenne est vraiment une grosse épine dans notre pied. Et donc il y avait ce côté ferme et catégorique, comme quoi il faut sortir de l'Union Européenne pour pouvoir enfin reprendre la main sur notre souveraineté qui m'avait plu. Donc voilà, j'ai milité pour ce parti jusqu'à 2017. Je me suis même présenté aux élections législatives donc à Lyon à cette époque-là. Et après 2017, ben, j'ai repris le travail, je me suis un peu... j'ai pris mes distances par rapport à la politique, et là je me suis remis il y a peu avec cette chaîne, il y a peu de temps avec cette chaîne. Et donc l'idée c'est de partager un peu les connaissances que j'ai pu acquérir, que ce soit donc au sein de ce parti. J'avais aussi participé aux Nuits debout à l'époque, ça se passait juste à côté de chez moi à Lyon, donc j'avais pas mal participé à ce mouvement. Et donc j'ai acquis petit à petit une certaine culture politique, et donc l'idée c'est de la partager avec un maximum de gens. Et voilà, et d'avoir des retours et de pouvoir encore rencontrer des gens passionnés de politique, c'est toujours intéressant. Euh, Vendre son carnet de relations. Ça, je sais pas ce que tu voulais dire, Roger Soleil. Si t'es encore là, je veux bien que tu reprécises. Euh, Et ensuite, Matrive. Alors, pour faire entrer les citoyens dans le débat politique, il faudrait en fait faire plus de vulgarisation de CJS, voire de l'enseignement. Mais l'enseignement étatique est partisan et insuffisant. Est-ce que l'État ne devrait pas produire ce genre de ressources pour faciliter la compréhension de ses moyens à toutes et tous, ou sinon le déléguer? Fou, alors c'est dense. Alors je vais reprendre le temps de le relire à 3 secondes, excusez-moi, pour vraiment comprendre et bien répondre à ce qui est présenté. Donc effectivement, plus de vulgarisation en éducation civique, juridique, sociale, ça me semble effectivement primordial. C'est vrai que plus loin, il y a une partie sur l'enseignement dans le programme. Vous verrez que justement, je propose de potentiellement mettre en place de nouveaux CAPES, notamment des CAPES de droit et je ne me rappelle plus un autre CAPES, mais globalement pour vraiment que les gens puissent être formés comme pour d'autres matières, ben, au droit et à la compréhension des lois et des institutions du pays. Chose qui est déjà rapidement faite en éducation civique et sociale, mais vraiment trop peu actuellement. Donc vraiment, en fait, il faudrait que chaque citoyen soit limite compétent en droit pour mieux comprendre les enjeux de la société. Et donc l'État devrait fournir ce genre de ressources, ben, selon moi, via l'enseignement dans le secondaire, car tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller faire une fac de droit par la suite. Donc tant que tout le monde a le même enseignement, je pense que c'est vraiment là qu'il faut permettre aux gens d'accéder à cet enseignement. Alors, c'était par rapport au pantouflage que tu me demandais vendre son carnet de relations. Oui, voilà, c'est exactement ça. Désolé, je trouvais pas trop les mots. Là, ça faisait déjà 1 heure que je parlais, je commençais à bafouiller un peu. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est les relations et le réseau. Ben,
tout le monde en profite, hein, à tous les niveaux de la société. Mais quand on commence à avoir des postes assez influents, ça devient vraiment problématique, car les enjeux sont pas du tout les mêmes que quand j'obtiens un poste parce que j'ai un ami d'un ami qui m'a fait rentrer dans sa boîte, quoi. C'est vraiment le pantouflage, c'est lié à la corruption, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Et donc il y a déjà des commissions qui sont mises en place quand un haut fonctionnaire quitte l'administration publique pour s'assurer que son projet professionnel est cohérent et ne remet pas en cause et n'est pas dangereux pour l'État, mais ça suffit pas, quoi. Donc voilà. Bon, ça fait déjà pratiquement 1h30 que je suis en live. Je commence à fatiguer un peu. Je voulais juste faire encore deux, trois remarques par rapport à la suite. Donc comme je vous l'ai dit, alors je sais pas encore si je vais réussir à faire ça toutes les semaines ou si ce sera un peu plus éparpillé. Je pense que déjà toutes les 2 semaines ce serait pas mal. Donc je pense que dans deux semaines je referai un live pour présenter la suite du programme, donc concernant la question des médias. Et pour le projet en cours, là, donc la présentation du programme, j'ai bon espoir de pouvoir faire un live prochainement avec un autre youtubeur. Donc il a fait un peu de promo pour moi la dernière fois dans son live, donc je vais faire la même chose. L'idée ce serait de faire un live tous les deux pendant lequel on pourrait discuter un soir, donc peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, sur la démocratie, qu'on puisse un peu discuter de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, des idées qu'il peut avoir également de son côté, et de nos visions à tous les deux pour pouvoir améliorer les choses, mais de manière un peu plus détendue, en discussion, tranquillement. Donc j'espère pouvoir faire ce live avec lui, et l'idée c'est de trouver d'autres youtubeurs notamment des youtubeurs qui seraient un peu plus spécialisés que moi dans les questions qui seront traitées, pour pouvoir faire des lives comme ça à deux et pouvoir être tout simplement plus intéressant pour vous, quoi. Car j'ai des connaissances mais elles sont pas non plus exhaustives, et plus il y a de gens qui en parlent sur cette chaîne, je pense plus ça vous apportera d'informations et de connaissances. Donc Roger Soleil, je sais pas si c'est Jojo le Gaucho du coup, mais là c'est Jojo Lafreux, normalement qui serait avec moi en live. Mais il m'a pas totalement confirmé, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà, il y aura ce live potentiellement. Il y aura la suite du programme qui sera présenté également sur Twitch, les différentes vidéos sur YouTube qui continueront de sortir. Et notamment dans mes futurs projets, j'en profite vu que j'ai encore quelques minutes, dans les futurs projets de vidéos YouTube, là j'ai commencé à reprendre des lectures de livres politiques, et je pense essayer de vous faire des retours régulièrement sur des livres qui sont intéressants à connaître, et avec les principaux intérêts et défauts de ces livres pour que vous sachiez si c'est intéressant pour vous ou pas de les lire. Donc oui, Roger Soleil, je connais ta cryptique, en tout cas je suis ses vidéos. J'ai pas eu l'occasion de lui parler encore. J'ai envisagé de le faire d'ailleurs. Il était lui-même en live avec Jojo Lafreux la dernière fois quand pour le premier live de Jojo Lafreux, et ils avaient parlé de complotisme et des médias, et il a vraiment une chaîne que je trouve vraiment très bien, que je suis régulièrement. Je regarde pas 100% de ses vidéos, mais j'essaie d'en regarder une majorité, et notamment avec le Canard Réfractaire aussi, qui est une très bonne chaîne. Donc l'idée, ce serait d'essayer de trouver des contacts, notamment auprès de ces chaînes-là, qui sont vraiment intéressantes et avec qui j'aimerais vraiment nouer des liens et pouvoir faire connaissance. Donc peut-être que État Cryptique, il faudrait que je m'en occupe d'ailleurs au plus vite. Mais d'accord. Faudrait que je m'en occupe au plus vite, mais État Cryptique, là sur la question des médias, je pense que ce serait assez bien. Il a l'air assez calé sur le sujet. Donc d'ici 2 ou 3 semaines, si j'arrivais à l'avoir pour qu'on puisse faire un live ensemble, ce serait cool. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là, je vais avoir un peu de montage à faire pour recouper tout ça. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu, et bien je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas du coup à partager ce travail, et à vous l'approprier également, et me faire des retours dessus si vous veniez à télécharger les documents que je mettrai en ligne. Merci à vous, bonne soirée.